c'est Stéphane, votre ingénieur consultant en système d'information. Bonjour, c'est RLP Business. Bonjour et bienvenue sur RLP Business, l'émission sur le management, l'économie, les ressources humaines et le business en Périgord et ailleurs. Aujourd'hui, un spécial tourisme en direct depuis nos studios à Coulommiers-Chamiers dans le Périgord à Périgueux. Aujourd'hui avec Philippe François. Philippe François, élu de la CCI depuis 14 ans, président d'honneur, ambassadeur de paix pour le tourisme, au conseil stratégique de l'école de Savignac. Il est aussi au service de prévention et de santé travail Corrèze Dordogne. Il a travaillé pour les Nations Unies. Nous allons parler tourisme, nous allons parler tourisme local, nous allons parler tourisme international. Philippe, bonjour, ça va bien ? Bonjour Stéphane, ravi d'être avec vous cet après-midi. Eh bien, c'est un plaisir partagé. On en parle tout de suite après l'actualité. Ne bougez pas, c'est la chronique de la semaine, c'est après ça. Les actualités. Alors, il a fait partie des secteurs les plus sinistrés durant le Covid, mais il est en train de se remettre en atteignant actuellement au niveau mondial autour de 97% de son niveau pré-pandémie. Avec plus de 270 millions de travailleurs, soit environ 8,2% de la manœuvre mondiale, le tourisme représente environ 3% du PIB mondial, soit autour de 3300 milliards de dollars américains. En 2023, les régions les plus performantes ont été le Moyen-Orient, l'Europe et l'Afrique. Et chez nous, dans le Périgord, cocorico, la Dordogne est le premier département français en environnement campagne pour le nombre de nuitées. D'ailleurs ici, durant le Covid, ça a plutôt bien marché. Et le tourisme chez nous, ça compte. 3 millions de touristes par an, 868 millions d'euros pour le territoire, soit 22% de l'activité économique. Des métiers parfois difficiles, mais aussi par endroits un véritable appel à l'excellence. Le haut de gamme, ça fonctionne. Et sur ce terrain, la Dordogne et le Périgord sont particulièrement bien placés. C'est d'ailleurs un secteur avec un certain avenir, car beaucoup des métiers concernés ne seront pas dans un premier temps directement concernés par l'émergence de l'intelligence artificielle. Mais comme tout secteur, il faut évoluer en permanence, suivre les tendances, les réglementations, s'adapter à l'environnement et aux événements. Philippe François. Le tourisme dans son ensemble, quels sont les challenges de demain, l'intégration des technologies? Est-ce que ce magnifique paysage qu'on vient de brosser, que beaucoup nous jalousent là, nous envient, est-ce que ça restera vert pour toujours? Alors, si vous faites une allusion, bien sûr, à l'environnement, c'est clair qu'en même temps, c'est une très grande industrie mondiale qui se développe, qui continuera à se développer dans les années à venir, parce que l'humain est un nomade de tout temps, donc l'humain souhaite voyager. Mais c'est vrai que c'est aussi un des secteurs les plus polluants, si l'on prend en considération les bateaux de croisière, les avions, la voiture, même les trains. Donc, est-ce que ce sera vert? Sachez que depuis à peu près 20 ans, c'est un secteur qui est parfaitement conscient de la pollution qu'il engendre tout autour de la planète et que on fait très attention, nous les professionnels on fait très attention. Vous avez vu d'ailleurs fleurir des logos, des certifications environnementales dans des stations touristiques, la qualité des eaux, etc. Oui. Oui, l'arrivée du bio et ce genre de choses. Je veux dire, économiquement, le tourisme gardera-t-il un avenir aussi rose qu'aujourd'hui pour changer de couleur? Puisque même durant le Covid, le tourisme en Dordogne a bien fonctionné. Ce qui avait été impacté, c'était effectivement les touristes longs, je veux dire à longue distance, mais nous en Dordogne, au contraire, ils étaient venus se réfugier chez nous. Je veux dire, le tourisme est-il, pour nos enfants, nos futures générations, encore un secteur d'avenir? Complètement, mais en tant que citoyen, c'est un secteur d'avenir parce que on souhaitera voyager. Et toute personne, tout humain autour de la planète souhaitera voyager, bien sûr, qu'on soit jeune ou moins jeune, qu'on soit riche ou pauvre. On voudra aller au-delà de la culture locale, on voudra aller vers d'autres gens, vers d'autres patrimoines, vers d'autres langues, d'autres horizons culturels. Et c'est le tourisme qui le permet. Donc, bien sûr, vous savez, quand on fait des études macroéconomiques, des études de marché macroéconomique, qu'est-ce qu'on regarde, nous, les investisseurs, moi, en tant que consultant, si je conseille des investisseurs hôteliers, on regarde les carnets de commandes des avions.
Dans 20 ans, il y aura 2 fois plus d'avions qu'aujourd'hui. Ouais, il y a des Donc il y aura 2 fois plus de ouais. chambres d'hôtel. Oui. Il y aura probablement, allez, si c'est pas 2 fois, c'est 1 fois et demie plus de tourisme. Donc bien sûr. Alors ce sera pas forcément au long cours, ce pourrait être aussi à court séjour ou à courte distance. Et ça, c'est un phénomène nouveau que nous rencontrons avec cet intérêt ou cette intégration de l'environnement dans le tourisme. D'accord. Bon, écoutez, effectivement, tous ces gens, il faudra les recevoir et s'en occuper. C'est la base de cette industrie. On en parle tout de suite. C'est l'invité de la semaine, c'est Philippe François. L'invité de la semaine. Philippe François. Qui est Philippe François? Votre CV est trop long pour que je déroule tout ici à l'antenne, mais d'où vient cette vocation pour le tourisme? En fait, je suis né dans le Lorraine et j'étais destiné à faire... Oui. J'étais destiné à rentrer dans la sidérurgie lorraine où travaillait mon papa. Et donc, un jour, à 16 ans, ayant vu quelques restaurants, j'ai trouvé que c'était très, très chic, très sympa, passionnant. Et puis à 16 ans, je suis parti faire l'école hôtelière à Strasbourg. D'accord. Et puis ensuite, c'est comme ça que la vie se monte. On commence comme serveur, cuisinier. Un jour, on devient maître d'hôtel. Un jour, on devient sous-directeur. Un jour, on devient directeur, Vous faites partie de cette génération qui a gravi les échelons. Et donc, lorsque vous encadrez des gens, vous savez ce qu'ils font parce que vous l'avez fait. Oui. Effectivement. Et ça, c'est assez particulier dans notre profession et tout autour de la planète. Il est rare que si vous discutez avec un directeur d'un hôtel, il n'ait pas fait lui-même l'ensemble des échelons. C'est avoir été femme de chambre, avoir été plongeur, ça sert énormément pour comprendre la pénibilité au travail, mais pour comprendre aussi la culture. Le groupe femme de chambre n'a pas du tout la même culture que le groupe ou la brigade de cuisine, comme on dit. Et la crédibilité du manager. Oui, alors on pourrait le retrouver dans d'autres secteurs, mais c'est vrai que chez nous, par le système des écoles hôtelières, qui est connu depuis toujours, entre guillemets, c'est effectivement, on passe par l'école hôtelière, on occupe tous les postes, et puis petit à petit, on monte les échelons. D'accord, c'est étonnant, vous êtes lorrain, moi je suis franc-comtois, je suis né à Besançon. Vous avez débarqué comment, en Dordogne? Alors ça, c'est après avoir été directeur d'hôtel, notamment dans le groupe Accor. Le dernier hôtel que je dirigeais était à Nottingham, en Angleterre. C'était à 130 chambres, Novotel. Et puis, j'ai voulu savoir ce qu'il y avait dans le bas du bilan. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on faisait avec l'argent de la marge brute que les établissements produisaient. Et donc, j'ai eu l'opportunité de rentrer à la Chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux, où je me suis retrouvé responsable du service hôtellerie et tourisme pour l'ensemble Bordeaux-Gironde à la Chambre de commerce. Et puis un jour, par le développement extraordinaire qu'il y avait à cette époque, on est dans les années 1980-85, les nouveaux types d'hôtels, les nouveaux types de restaurants, les nouveaux types de parcs d'attractions, de camping qu'il y avait néanmoins un acteur qui lui bougeait moins, c'était l'acteur de la formation. Et c'est comme ça que je proposais, à l'époque on travaillait beaucoup avec Jacques Chaban-Delmas, de créer une école nouvelle, d'un type nouveau, dans l'hôtellerie, la restauration, le tourisme. Ça ne s'est pas fait in fine à Bordeaux, puisque la Dordogne avait un projet d'école, mais n'avait pas le concept. Il voulait faire une école, mais n'en avait pas le concept. Et puis, voilà, les planètes se sont alignées. Et puis, on m'a demandé de venir créer cette école, non pas à Bordeaux, mais donc ici en Dordogne. Et c'est devenu ce qu'on a appelé, et ce qu'on appelle toujours aujourd'hui, 38 ans après, l'école de Sévignac. Oui, alors les étoiles se sont même très très bien alignées parce que vous avez travaillé pour les Nations Unies, vous avez travaillé pour la Commission européenne, vous avez été consultant de manière internationale. Comment est-ce qu'on passe de plongeur à consultant international dans le tourisme? Ben justement, c'est par l'école, parce que l'école supérieure d'hôtellerie de Savignac, je l'ai créée et dirigée pendant 7 ans. Cette école a été connue. Et un jour, j'ai reçu un appel de la part du gouvernement français pour créer une école dans un autre pays, qui était l'École nationale d'hôtellerie et de tourisme de Jordanie. Et c'était une coopération bilatérale entre le Royaume de Jordanie et la République française. Il y avait besoin d'un expert, et c'est comme ça que j'ai laissé la direction de l'école de Savignac pour créer ma propre société de conseil et d'expertise. Et en faisant une première mission pour un gouvernement, ensuite ça s'enchaîne, parce que vous commencez à être connu, et ensuite, après le gouvernement français, il y a eu d'autres gouvernements, la Commission européenne et ensuite les Nations Unies qui m'ont demandé de réaliser des missions.
Donc des interventions en Ukraine, dans les pays baltes, en Afrique noire, au Mexique, j'en ai oublié ? Haïti, par exemple, Haïti, parce que oui. c'est particulier, puisque là, j'étais directement conseiller de la ministre du Tourisme. Je n'étais pas en permanence sur place. J'y allais tous les 3 mois, pendant à peu près 15 jours. J'avais mon bureau sur place. Et c'est un pays, c'était une grande aventure, parce que c'est un pays qui était et qui est toujours très difficile à gouverner. Tout à fait. C'est pas mal en fait, hein. Donc vous avez fait quasiment les 5 continents. Il manque plus que l'Australie, l'Océanie. C'est vrai. C'est vrai. La Russie, j'ai oublié de dire, vous êtes allé en Russie aussi. Oui, exact. Une mission très particulière parce qu'il était question de créer une passerelle entre le ministère, on va dire comme ça, le ministère de l'Éducation et le ministère du Tourisme pour la Fédération de Russie. Et c'était très très particulier parce que ce sont des gens qui n'avaient pas du tout l'habitude de travailler entre eux. Et ça s'est créé. On a créé effectivement cette passerelle. Maintenant, je ne sais pas où ça en est, mais bon, il y a eu une passerelle, en tout cas, créée. D'accord. Donc en fait, Russie, Afrique noire, Maghreb, Moyen-Orient, Afrique du Sud, Caraïbes, on commence à avoir une bonne vision multiculturelle. Le multiculturalisme dans le tout, je suppose que c'est important, que c'est intéressant, ça a dû vous apporter beaucoup, vous d'aller voir aussi ce qui se passe à l'extérieur par rapport à ce que l'on fait ici. Aujourd'hui dans la formation, j'ai entendu que vous avez qu'on s'anglicise, on commence à avoir des classes qui sont en anglais, les Français ont du mal dans les langues étrangères à parler anglais. Le tourisme en fait, c'est aussi s'ouvrir au monde. Oui, on a déjà dit le mot culturel, mais c'est ça. Le tourisme, c'est la culture. Le tourisme, c'est la liberté. Mais vous savez, il y a une chose absolument essentielle pour le tourisme, c'est la sécurité. S'il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de tourisme. Ensuite, il faut de l'eau. S'il n'y a pas d'eau, c'est difficile, mais on peut quand même. Donc, il faut de la sécurité et il faut de l'eau pour faire du tourisme. C'est un peu basique ce que je dis, mais c'est vrai que quand vous voyez des nouvelles parties du monde qui s'ouvrent au tourisme, attention, d'abord, il faut avoir ces 2 fondamentaux-là. Alors c'est vrai que les voyages m'ont permis de découvrir d'autres façons de vivre, mais cette expérience nourrit ce que je peux apporter à d'autres pays, mais aussi, n'oublions pas, j'ai voyagé aussi beaucoup en France et apporté effectivement dans les régions françaises par des politiques du tourisme ou des politiques d'aménagement touristique, justement un petit peu de cette culture internationale, même à Paris. C'est-à-dire recevoir des groupes chinois, par exemple, c'est particulier parce qu'il faut connaître un petit peu la mentalité chinoise pour mieux les accueillir, tout en respectant la tradition française et notre spécificité française. Et ça, on peut le décliner sur d'autres territoires, dont par exemple la Dordogne. Alors on voit peu de touristes chinois en Dordogne parce que là, nous avons question. Je dis pas un problème, je dis une question d'aménagement touristique sur la Dordogne en ce moment. De logistique aussi, hein. Les Chinois, il faut tout préparer du point d'origine au point d'arrivée. Hein. Si on veut faire un flux de Chinois, de touristes chinois, je veux dire, quand j'étais en Asie, j'ai bien vu comment ils s'organisaient. En plus, il faut vraiment que tout soit adapté à la filière de l'origine jusqu'à l'arrivée. Vous avez raison. Et ensuite, les capacités d'hébergement. Nous n'avons pas de grands hôtels ici en Dordogne. Donc, un jour, c'est vrai que ce serait intéressant de se repencher sur cette question fondamentale de l'aménagement touristique. La Dordogne s'en sort très bien. Vous avez rappelé tout à l'heure les chiffres. Nous sommes le premier département rural de tourisme en France. On peut effectivement se comparer à d'autres grandes régions européennes. Mais donc, la Dordogne se vend bien. La Dordogne est très attractive parce que nous avons la gastronomie, nous avons le patrimoine, la préhistoire. Nous avons des sites, on est d'une richesse folle par rapport à d'autres. Donc ça se vend bien. Maintenant, au niveau logistique, là parlons des aéroports, parlons du train, parlons de l'autoroute, parlons des moyens de communication entre par exemple Bordeaux ou Paris et la Dordogne. C'est là où, sur le plan de l'aménagement touristique, il faut qu'on fasse des progrès si on veut, et c'est pas nécessaire, mais si on a envie d'accueillir plus de touristes. Ah, c'est toujours un choix. Est-ce qu'on veut garder notre petit côté Périgordin à l'écart ou est-ce qu'on veut commencer à faire des grandes infrastructures? C'est toujours un choix. Mais là, on parle tourisme. Tourisme, c'est un grand mot, c'est une grande définition. J'ai cru comprendre qu'on parlait surtout des métiers de l'hospitalité. Derrière le tourisme, quels sont les métiers vraiment qui appartiennent à cette filière tourisme? Alors, c'est vrai que pour des jeunes que je rencontre tout le temps, le tourisme pour eux c'est l'agence de voyage. Alors, il faut bien savoir que les agences de voyage maintenant avec Internet, il y en a moins.
et ça offre assez peu de débouchés de carrière. Mais ça existe, bien sûr. Ensuite, il y a le incoming et outgoing. Ce sont deux mots qui disent soit on reçoit des touristes, soit on les envoie à l'extérieur. L'agence de voyage, généralement, envoie à l'extérieur. Et ensuite, incoming, ce sont les agences réceptives qui reçoivent. Là encore, peu d'emplois permanents, salariés, parce qu'il y a une saison en Dordogne. En revanche, ensuite, il y a l'hôtellerie. Je crois qu'ils font 80% en 3 mois, je crois, en Dordogne. Oui, mais sur l'hôtellerie ou les hôtelleries, il y a la petite hôtellerie familiale, il y a l'hôtellerie de chaîne, il y a les résidences hôtelières de tourisme, il y a l'hôtellerie de plein air, c'est-à-dire les campings. Vous voyez, il y a toute une... Alors, il y a les gîtes, tout ça, il y a toute une richesse de diversité dans l'hôtellerie. Et là, effectivement, ça offre beaucoup de possibilités d'emploi et de carrière. Donc, à côté de l'hôtellerie, il y a la restauration. Voilà. Dire, bien sûr. La restauration, c'est une petite industrie. Et là, on est bon, dans tous les sens du terme, je crois. On n'est pas mauvais, tant sur le plan de l'image que sur le plan de la rentabilité, on sait faire. Et du goût. Et que le goût, véritablement, même si la gastronomie française n'est plus la première gastronomie au monde, lorsque vous voyez des très grands hôtels 5 étoiles se créer dans des grands sites touristiques d'affaires ou d'agréments dans le monde, ce sera souvent un restaurant italien qui sera la première place, qui sera le restaurant gastronomique. De plus en plus, le japonais. Bon, alors il y a toujours quand même une brasserie française. Mais faisons très attention à l'image de notre gastronomie. Il faut continuer à la promouvoir et il faut continuer effectivement à avoir la disponibilité de nos jeunes chefs d'aller à l'étranger pour la réaliser. Il ne faut pas oublier de la promouvoir parce que j'ai vu des gens qui me disaient être capables de conduire 3 heures, 4 heures pour avoir une omelette à la sarladaise parce que vraiment ils avaient leur restaurant à sarladaise qu'ils aimaient avec les cèpes et tout ce qui allait autour et cette façon de faire, ils en étaient tombés amoureux. Donc ça, c'est vrai qu'au niveau local ici, on a comme un savoir-faire, on a des pâtissiers de haut niveau, on a des champions de France, on a des meilleurs ouvriers de France, on a des tables qui sont somptueuses, des endroits vraiment où c'est bon, mais il faut aussi savoir le promouvoir à l'extérieur, c'est ce que vous dites là. Oui, et puis je rajouterais, donc oui, bien sûr, le promouvoir, pas seulement avec des brochures ou des pages internet, non, mais il faut que nous, les Périgordins, allions le promouvoir. Oui, c'est-à-dire que nos élèves des écoles hôtelières aillent dans le monde entier. D'ailleurs, non, mais un bon chef au Panama, c'est direct 10 000, 15 000 euros par mois aujourd'hui. Donc, quelqu'un qui maîtrise bien sa gastronomie française et qui va s'implanter dans des pays émergents, d'expatriation naturelle, de retraités sur la planète, il y a un marché et en même temps, c'est bon pour la France. Oui, nous manquons effectivement d'élèves dans les écoles hôtelières. Donc, il faut déjà promouvoir peut-être la carrière de chef ou restaurant, c'est-à-dire le maître d'hôtel, auprès des jeunes, pour leur dire c'est un des métiers qui peut vous permettre, pour certains d'entre vous, pas pour tout le monde, mais de devenir quelqu'un de connu au niveau national, voire international, peut-être de faire fortune, peut-être de rentrer dans la jet set et tout ça. Regardez par exemple par le guide Michelin, permettez-moi de citer un des guides, mais il y a à peu près 800 restaurants qui sont connus au Michelin par 1, 2 ou 3 macarons. Ce sont des vedettes, ces gens. Ce sont des gens qui passent à la télévision, à la radio, qui sont connus, ils passent dans les magazines. Je connais peu de métiers dans le bâtiment ou dans l'agriculture ou autres dans lesquels on peut devenir effectivement une vedette, avoir une notoriété. Dans les écoles hôtelières, c'est possible. Non, mais là on parle d'un secteur d'activité où si on est courageux, qu'on n'a pas peur de transpirer, on peut se faire sa place, on peut vraiment se faire son espace, son futur, son avenir, sans être remplacé par la machine à court terme. Il y a vraiment un espace. Alors, on va dire que en Dordogne, il y a 2 écoles, celle de Boulazac pour les métiers, on va dire, de mise en pratique fonctionnelle. Et votre grand projet, Philippe François, votre grand projet qui vous tient à cœur et que vous portez, c'est l'école de Savignac. Alors, parlez-nous un peu de cette école de Savignac. Qu'est-ce qui en fait la spécificité? Aujourd'hui, si vous deviez vendre l'école de Savignac, vous diriez quoi? C'est l'école du management et de l'humain. C'est cette confrontation, alors que c'est un beau mariage, c'est une belle alliance entre le management et l'humain. Un beau début, vous savez, ça. Il y a, lorsque l'école s'est créée, donc 38 ans cette année, c'était la 2e école en France à ce niveau, à Bac+5. La première école, encore une fois historiquement, était une école de management très axée sur l'économie, les finances, la gestion des actifs. Et lorsque nous avons créé la Chambre de commerce et le département de la Dordogne qui ont créé l'école de Savignac, là l'idée était plus d'aller vers le management et l'humain. On peut pas bien comprendre ce qu'est un hôtel ou un restaurant si on n'a pas cette notion un peu de générosité et d'équipe, de souhaiter faire équipe
ensemble pour produire un service. C'est pas simple. C'est pas comme dans des métiers où on vend des choses matérielles. Là, on vend avant tout du bien-être, on vend du service, on vend presque un sourire. Et ça s'apprend. Et donc, à la création de l'école de Savignac, il faut savoir que s'il y avait bien sûr un gros bloc de management, il y avait aussi 40% du programme qui était focalisé sur les relations humaines. Comment comprendre l'autre, comment l'écouter, comment lui parler, comment le remercier. Ça s'apprend. Mais oui, ça s'apprend. D'ailleurs, on vient parler aux gens, leur demander comment ils vont lorsqu'ils ont fini de manger, pas au milieu d'un plat. Ça s'apprend. Ça s'apprend et on voit ce qu'ils l'ont appris. Mais c'est intéressant parce qu'on n'y pense pas forcément comme ça, mais quelque part, quelqu'un qui va tenir un établissement comme ça, c'est un manager. Dans le sens noble du terme, il y a vraiment cette notion de management qu'on retrouve dans le métier du tourisme et qui se ressent près de l'équipe qui dirige. Vous nous disiez, vous d'ailleurs, que le groupe des femmes de chambre n'était pas la même culture que celui des serveurs, que celui des chefs. Puis après, il y a des entrées de gamme, il y a des façons de faire à 2 étoiles, des façons de faire à 3 ou 4 étoiles. On va pas aller peut-être jusqu'au gant blanc, mais il y a une culture du tourisme et de l'hospitalité. Comment on arrive à enseigner ça ? Par une volonté d'avoir des enseignants qui sont des professionnels, qui connaissent la culture du métier et qui sont passionnés. Et effectivement, l'architecture pédagogique d'une école comme Savignac est particulière. Le diplôme est un diplôme reconnu d'État, à niveau Bac+3 et à niveau Bac+5. Oui, donc il y a un bachelor et il y a un MBA. Voilà. Et ce diplôme, effectivement, fait tout le sens et la cohérence entre ces différents éléments humains, économiques, marketing, vente, puis nouvelles technologies, bien sûr. Et puis, au bout de 38 ans de service, l'école de Savignac, maintenant, se lance sur son développement. Et nous avons récemment donné l'information que l'école participe à la certification d'autres écoles en France et à l'étranger et vient de créer sa propre licence de marque. C'est un petit peu comme une franchise commerciale, mais licence de marque, et la première licence de marque de l'école de Savignac sera sur Ajaccio, sur la Corse, à l'ouverture de la rentrée prochaine. Ça s'appellera le campus Savignac Corsica. Oui, tout à fait. Une chronique qui passe sur RLP en ce moment. D'ailleurs, le responsable de l'école sera un de nos invités dans quelques semaines. Il nous parlera de cela parce que diriger l'école, c'est aussi déposer un diplôme avec un RNCP et donc avoir une propriété sur le diplôme lorsqu'on le commercialise et qu'on le fait effectuer ailleurs. On exploite aussi la marque et il nous parlera du modèle effectivement commercial, du business de l'école de Savignac. Oui, tout à fait. Et vous êtes donc au conseil stratégique de l'école de Savignac. L'école de Savignac qui a une pépite locale de Dordogne, en fait, elle est amenée à se développer encore plus en France et à l'étranger. Oui, c'est la vie normale d'une école telle que celle-ci, qui a une forte... la marque est assez forte, la marque est connue dans la profession. Il y a 15 jours, nous avons reçu à Savignac-les-Églises une 60aine de patrons et DRH des grands groupes hôteliers et des grands palaces parisiens qui viennent chercher leurs futurs collaborateurs ici. Donc la marque est forte et donc nous avons des opportunités, nous avons des propositions qui sont faites par d'autres écoles ou par des pays ou des régions pour étendre cette expérience et cette expertise dans ces régions, dont la Corse, dont on vient de parler. Alors Philippe François, vous êtes aussi beaucoup plus que l'école de Savignac. Vous avez notamment rejoint la CCI depuis 14 ans. Qu'est-ce que vous faites à la CCI ? Oui, c'est un jour on est venu me demander si je voulais bien rentrer dans le collège des élus. La Chambre de commerce et d'industrie de la Dordogne regroupe à peu près 22 000 entreprises. Les 22 000 entreprises, tous les 5 ans, élisent 47 élus. Dans les 47 élus, ce qui est en fait l'Assemblée générale, il y a la même 10 personnes qui sont élues au bureau avec un président qui actuellement est Christophe Fauvel. Donc je suis au bureau de la Chambre de commerce dans ce mandat, c'est mon 3e mandat, et particulièrement chargé du tourisme et de l'école de Savignac. Christophe Fauvel qui lui aussi viendra nous voir, je crois que c'est fin janvier. On pourra lui poser d'ailleurs plein de questions sur l'économie locale. Vous êtes ambassadeur pour la paix, pour le tourisme. Oui, alors ça c'est un honneur qu'on m'a fait il y a quelques années par ce que j'ai fait, par mon expérience. IIPT, yes, International Institute for Peace Through Tourism. C'est une organisation, une ONG, on appelle ça une ONG des Nations Unies. Il y en a une dizaine, je crois, sur la paix, dont une qui est sur la paix par le tourisme, parce qu'on considère, tout à l'heure je parlais de sécurité, il faut de la sécurité pour développer du tourisme, et là, maintenant, c'est le tourisme peut participer à la paix dans le monde par le service, par le sourire, par l'accueil, et on essaye, au travers de cette organisation, de faire passer le message. Récemment, j'étais en visioconférence avec la ministre du Tourisme de l'Ukraine,
humaine. Voilà des sujets sur lesquels qui sont absolument passionnants. Et un pays en guerre a quand même une ministre du tourisme. Et donc tout à coup on se dit mais bon bien. Il n'y a pas de bombes partout en Ukraine. Ils ont encore des endroits où ça vit un peu, où il se passe encore des choses. Sans aucun doute. Mais donc par la sensibilisation des jeunes, comme quoi le tourisme peut être un outil de paix, et des moins jeunes, et par peut-être la manière d'être de nos hôteliers ou des directeurs de stations touristiques, ou par les messages que nous passons, surtout les documents de promotion, les sites internet, on peut faire passer ce message de paix. Tout à l'heure, en début d'entretien, on disait l'humain est un nomade et sera toujours un nomade, et dans ce nomadisme, il faut retrouver toutes les clés de la paix, c'est-à-dire si on va voir l'autre, c'est un message de paix, si on reçoit quelqu'un, c'est un message de paix. Et c'est là où entre en ligne de compte cette mission que j'ai d'ambassadeur de paix par le tourisme. Oui, parce que finalement, quand on y réfléchit, le tourisme, c'est brasser des populations, c'est à la découverte de l'autre, et quand ça se passe bien, qu'on y retire du plaisir quelque part, eh bien c'est bon pour tout le monde, parce qu'on découvre notre culture, on devient ami avec des gens d'ailleurs, et donc quelque part, on fait la paix. Oui, vous regardez les gens qui voyagent beaucoup et les grands voyageurs, ce sont très souvent des gens qui sont eux-mêmes des agents de paix parce qu'ils ont compris que un Namibien est différent d'un Finlandais, qui est différent d'un Chinois. Et c'est ça qui forme toute la richesse de l'humanité autour de notre petite planète verte. Et il faut, une fois qu'on a compris ça, on devient soi-même un petit peu ambassadeur de paix. Bon, pour autant, il faut en parler. Merci d'ailleurs de me poser la question là cet après-midi. Il faut en parler, il faut continuer à en parler et à sensibiliser, voire à former les jeunes à ces clés pour la paix. Oui, non, mais il y a un secteur d'activité à prendre. N'allez pas en fac de droit, ça sert pas à grand chose, mais là, il reste des métiers où il y a de l'avenir et où on peut encore se faire son petit espace à soi. Philippe François, écoutez, c'est un très très joli parcours. Quels sont vos futurs? Allez là en 20 secondes, quel est votre avenir? Qu'est-ce qui vous attire encore? Qu'est-ce que vous voulez encore faire? Ah, ce sera probablement dans l'humanisme. D'accord, l'humanitaire, ce genre que ce soit, non pas l'humanitaire, l'humanisme. D'accord. Peut-être plus philosophique qu'autre chose. C'est d'ailleurs ce que je peux faire au niveau de la santé, de la prévention et de la sécurité. Encore une fois, la paix, c'est un beau sujet. Tout à fait. Philippe François, merci d'être venu. Merci à vous. Et à tous les auditeurs, à la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir. RLP Business. RLP. Radio libre en Périgord.